Chaleureux, je suis content de venir faire cette conférence ce soir ici à Ainet. Et, comme a dit Marie, donc je m'appelle Dominique Roucli. Je suis responsable de l'arboriculture à l'Institut agricole de Grangeneuve, qui s'appelle maintenant Grangeneuve, dans la section agriculture, dans le groupe production végétale. Voilà, donc si vous avez ici mes coordonnées, si vous avez des questions après ou comme ça, si vous avez mes coordonnées, vous pouvez aussi m'envoyer des emails. Je suis voilà, toujours prêt à répondre à des questions. Alors, ce soir, on m'a demandé de vous parler un petit peu de la vie du sol. Effectivement, c'est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Et je suis content que vous soyez là, parce que je pense que ça vous passionne aussi ou ça vous est intéressé. Et je suis content de vous faire découvrir cette vie du sol. Donc, je vais vous donner simplement une brève introduction. Un peu, on va aller de plus loin vers le microscopique. Le sol, la terre, qu'est-ce que c'est, comment se nourrissent les plantes, un petit peu pour comprendre l'être vivant, la plante, qui est un être vivant un peu particulier. Nous, on a de la peine à le comprendre. Comment fonctionnent après les micro-organismes qui gravitent là autour et les interactions plantes-micro-organismes. Je vous le dirai, je peux déjà vous le dire en guise d'introduction, les microbes aux micro-organismes, c'est la même chose. Dans notre langage, quand on parle de microbes, on croit que c'est des petites bêtes méchantes qui nous font des maladies, mais finalement, la majorité des microbes ou des micro-organismes ne font rien. Au contraire, ils sont bénéfiques, on ne peut pas vivre sans. Je pense simplement, par exemple, aux gruyères. Si on veut faire du fromage, il faut des micro-organismes qui le transforment. Nous, si on veut bien digérer ce qu'on a mangé, hein, si vous prenez des antibiotiques quand vous êtes malade, ben, ça ne fonctionne plus. Autour des plantes, autour des racines, c'est exactement la même chose. Et le berceau de la vie, c'est le sol. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marc-André Sellos qui a écrit plusieurs livres que je citerai ce soir. Puis après, je passerai les caractéristiques des composts, des thés de compost, du charbon végétal et puis une petite partie question. Voilà. C'est bon? Alors, qu'est-ce que le sol? J'ai pris cette définition du livre de Marc-André Sellos, qui a d'ailleurs fait une bande dessinée très intéressante que je peux que vous recommander, qui est facile à comprendre. C'est en fait la mince couche qui entoure notre globe terrestre, qui fait en moyenne 1 à 2 mètres, mais elle peut varier de quelques centimètres à des dizaines de mètres. Sous les tropiques, le sol, il peut faire 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, voire 50 mètres. Dans nos latitudes, c'est 1 à 2 mètres en moyenne d'épaisseur. Suivant. Donc, elle se trouve entre la roche-mère et l'atmosphère. Ce sol, il contient, c'est presque incroyable, le 25% de la diversité des espèces et le 75% de la biomasse. Si vous mettez sur une balance tout ce qui est vivant, mais y compris les champignons, c'est vivant, les plantes, les arbres, les animaux, les petites araignées, si vous mettez tout ça sur une balance, de tout ce qui vit sur la Terre, le 75% se trouve dans cette fine couche. C'est incroyable. Et là, le 25% de la diversité, c'est grâce à des recherches récentes qui ont analysé des centaines d'analyses de sol par analyse moléculaire. Vous savez que maintenant, on peut sortir l'ADN et puis essayer de voir quelles espèces, cet ADN à quelles espèces ça appartient. Et c'est Lionel Ringard de l'INRA à Dijon qui a trouvé ça, que 25% en fait, des êtres vivants sont dans cette fine couche. Je crois 18% dans les mers, etc. Mais l'écosystème sol, c'est très riche. Voilà. Donc, c'est un composé, le sol, c'est composé de ce qu'on appelle la terre. Et la terre, on a de la peine à le définir, c'est difficile parce que c'est quelque chose de sale, on salit, c'est quelque chose de sombre, il faut plancher la tête dedans, il faut aller y voir, donc c'est complexe. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais en fait, la terre, on peut le dire, c'est la matière dont est fait le sol, suivant. Donc, c'est un mélange de débris qu'on appelle minéraux, des débris de la roche, vu que j'ai dit que c'est le sol, il est entre la roche et l'atmosphère, donc c'est la dégradation de la roche et des êtres vivants qui, eux, aident à dégrader ça. Les êtres vivants sont qu'on appelle souvent humus ou matière organique, c'est le même terme. Et puis, dans le sol, il y a encore un peu d'eau et puis de l'air. 50% environ, c'est de l'air. Hein. Si vous n'avez pas 50% d'air, le sol, il s'asphyxie, il est compacté. C'est une éponge, en fait. Puis, quand il pleut aussi, s'il n'y a pas d'air,
quand il pleut, l'eau ne va pas pouvoir s'infiltrer. Et justement, quand il pleut, vous avez l'odeur de la terre. Pourquoi vous avez l'odeur de la terre? Parce que l'eau prend la place de cette air, et finalement, cette air s'échappe du sol, et nous arrive l'odeur de la terre qui est caractérisée des champignons. Et c'est cette molécule-là, l'octanol, l'octène 1-ol-3, qui est une substance organique synthétisée par certains champignons actinomycètes des forêts qui, eux, dégradent toutes les feuilles qui tombent par terre. En fait, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais dans la forêt, personne ne va labourer. Néanmoins, il n'y a pas un amas de branches, etc. Les feuilles qui tombent par terre tombent sur le sol. Néanmoins, ça fait pas des tas énormes parce que finalement, les champignons viennent se servir et puis ils digèrent gentiment. Les vers de terre viennent introduire ça dans le sol. C'est un compostage naturel, une digestion naturelle de tous les déchets végétaux qui tombent sur la terre. Après, les systèmes agricoles, ils doivent refaire un petit peu, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc la composition du sol, sans rentrer trop dans les détails, vous voyez, c'est en proportion. Si on prend par exemple une colonne de 1 mètre cube, le 95%, c'est les particules minérales du sol. Peut-être je veux aller ici pour vous indiquer, j'ai oublié mon pointeur. Tout ce qui est brun, les particules minérales du sol, que je vous ai dit, la dégradation de la roche-mère, c'est à peu près 95% d'un sol. On les classe selon leur grosseur. Les particules les plus fines, 2 micromètres, 0,002 mm, c'est les argiles. De 2 à 20 mm, c'est les siltes, c'est ce qu'on appelle les limons. Et les sables, c'est de 20 micromètres à 2 mm. C'est la partie la plus grosse. Puis après, les cailloux, plus grands que 2 mm jusqu'à, etc. C'est ce qu'on appelle le squelette. Voilà. Et dans le sol, après, l'humus, c'est environ en moyenne 4 à 5%. Et vous avez des racines et puis encore les parties vivantes, qu'on verra après plus en détail. Ça joue jusqu'ici? C'est l'approche un peu classique. Quand on fait une analyse de sol, on peut faire l'analyse minérale, puis après l'analyse chimique. Un des composés du sol qui est hyper important, c'est la matière organique ou l'humus. Pourquoi? Si un sol il a peu d'humus, il n'est pas très fertile. En forêt, on a en moyenne 7 à 15% d'humus. Vous avez des sols qui ont encore plus d'humus, c'est les terres noires dans le Zéland qui ont 50% d'humus. Mais ça, c'est encore une autre histoire parce les déchets végétaux sont tombés dans des lacs en bas-fond, ils étaient sous l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a plus l'accès à l'oxygène et la dégradation ne se fait plus. Donc, la matière organique qui tombe, elle ne se dégrade plus puis elle s'entasse. Donc, avec l'oxygène, elle s'oxyde lentement. Et ce qui est important pour la matière organique, c'est ses fonctions qu'elle donne au sol. Elles ont des fonctions biologiques, ça veut dire pour la vie. C'est une source d'énergie, donc c'est de la nourriture pour les micro-organismes. Les champignons, les bactéries et d'autres micro-organismes, ils ont besoin d'humus pour pouvoir se nourrir. C'est un réservoir en éléments fertilisants. Quand les micro-organismes les mangent, ils mettent à disposition des plantes l'engrais, finalement. C'est aussi un système, l'humus fait un système résilient entre sol et plante. Elle a des fonctions chimiques, l'humus. L'humus, c'est chargé négativement à l'extérieur. Donc, tous les cations, comme par exemple le calcium, qui est 2 charges positives, va se fixer sur l'humus. Et d'ailleurs, le calcium, avec l'argile, va faire ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Qu'on a vu la partie minérale et l'humus se met ensemble pour faire le complexe argilo-humique. Les échanges de cations, l'humus, la matière organique influence le pH du sol, ça fixe les minéraux du sol. Au niveau physique, ça garantit la stabilité d'un sol. Un sol qui a 17% d'humus par rapport à l'argile, il est stable, il supporte toutes les grosses pluies qu'on veut, il n'y a pas de souci. L'humus, c'est aussi comme une éponge. C'est quelque chose de baveux. L'eau, elle est retenue sur l'humus. Un sol qui a peu d'humus, l'eau s'écoule. C'est comme, par exemple, à la plage, le sable à la plage, d'accord, il pleut,
après la pluie, ou déjà au quart d'heure après, on va marcher, on ne se salit plus. Tandis que si un sol qui a beaucoup d'humus, si vous marchez pieds nus dessus, vous vous salissez tout de suite. Ça colle. Mais c'est bien que ça colle parce que ça assure la stabilité d'un sol. Ça évite l'érosion. Retient l'eau, propriété thermique également. L'humus étant noir, avec le soleil, tout ce qui est noir, ça se réchauffe plus vite. Hein. Les sols qui ont beaucoup d'humus se réchauffent plus vite. Suivant. Donc, je disais, reviens en arrière. Juste un, voilà. Donc, l'humus, ses fonctions, c'est surtout retenir ça pour l'érosion. Un sol qui s'érode, qui a de la battance, ça veut dire après la pluie, c'est comme une couche bétonnée dessus, qui est stable. C'est un sol qui a une matière organique à plus de 4%. À 7%, ça disparaît complètement. Je vous dis, en forêt, il y a 7%, 8% d'humus toujours. Il n'y a jamais d'érosion dans les forêts. Donc, en agriculture, nous, on a fait des essais. C'est le professeur Boivin à l'EPIA qui a fait une analyse de tout un tas de sols et il a remarqué que le taux de matière organique sur l'argile, ce rapport-là, il doit être plus que 17%. Dans les sols, on a souvent 20% d'argile. Si on a 20% d'argile, il faut au moins 4% d'humus. Le 17% de 20, c'est 4. Donc, maintenant, en agriculture, on utilise beaucoup ce rapport-là. Dans un sol sableux, on a besoin moins d'humus pour que ce soit stable. Dans un sol très argileux, très lourd, on a besoin de plus d'humus. Ça va? C'est juste un peu une introduction un peu technique. Hein? Voilà. J'espère que je ne vais pas trop loin, je ne vais pas vous perdre. Là, maintenant, je passe un petit peu plus sur la plante. J'ai montré un peu le sol. Est-ce qu'il y a des questions? Vu qu'on est peu, on peut prendre des questions juste de compréhension. Peut-être après les questions en général, vous les gardez pour la fin. Mais si vous avez une question de compréhension, vous m'arrêtez et puis j'explique. Ça joue? D'accord. Là, c'est une expérience qui a été faite pour qu'on comprenne comment vivre la plante par un botaniste hollandais ou belge, je ne sais plus exactement, vous voyez, qui a vécu, Van Helmont, qui a vécu en 1579-1644. Il était déjà fort observateur. Il a fait une expérience, il se posait la question, mais ces plantes, de quoi elles vivent, où elles puisent leur énergie pour construire, pour pousser. Venez seulement. Alors, il a pris un bout de saule, un petit arbre de saule qui pesait 2,3 kg. Il l'a planté dans un pot et il a préalablement séché la terre. Il a pesé la terre séchée, 91 kg. Après, il a rajouté de l'eau. On se passe la suivante pour qu'on enlève ici. Tu fais flèche, voilà. 5 ans après, il a laissé pousser son arbre. Il a fait que de l'arroser avec de l'eau, mais de l'eau distillée. Il avait déjà pensé en ce temps-là qu'il y avait peut-être du calcaire, des choses comme ça. Donc, il a bouilli l'eau, il a fait de l'eau distillée. Il n'a donné que de l'eau distillée. 5 ans après, il a séché la terre qui était autour des racines. Il a pesé son arbre, il faisait 74,5 kg. Puis la terre, elle a perdu 90, juste 60 grammes. Elle pesait 90,94. Vous voyez, de 91 kg, on a perdu 60 grammes de sang. Voilà. Donc, il a développé la théorie que la jeune plante est devenue un arbre proche de 75 kg, mais le sol n'a pas perdu beaucoup, il a perdu que 60 grammes, donc en n'apportant que de l'eau. Donc, il a émis la théorie en tant que biologiste que l'eau se transformait en cellules végétales. Mais qu'est-ce qu'il ne pouvait pas voir? Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Hein? La photosynthèse. Donc, l'arbre, en fait, reste... Voilà, ouais, on continue, effectivement, on continue. Donc, l'arbre, en fait, tout ce qui est structure ici, c'est du carbone qui a été capté dans l'air. De ça, là, il y a une petite animation, on laisse passer. Donc, il y a, vous savez qu'il y a, vas-y gentiment, il y a va pas trop vite. La phase 1, remonte, la phase 1, il y a la lumière et de la chaleur qui arrivent du soleil. Donc, finalement, la plante, elle a inventé, il y a déjà des millions d'années, l'énergie solaire, les panneaux solaires. Quand on a des panneaux solaires, on croit que c'est l'invention de l'homme, mais la plante, en fait, elle utilise déjà cette énergie, les photons, depuis des milliards d'années. Continue. Donc, elle capte beaucoup de CO2. Continue. Et elle rejette de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, elle réduit
le CO2 qui est du dioxyde de carbone qui est oxydé est réduit sous forme de sucre, CH2, et la plante rejette l'oxygène. Pour elle, l'oxygène, c'est un déchet. Elle ne peut pas vivre dans un climat qui a beaucoup d'oxygène. L'oxygène est très agressif. Nous, en tant qu'être animal vivant qui a des poumons, qui respirons, nous, on ne peut pas vivre dans un environnement qui n'a pas d'oxygène. Donc, on dit souvent, la vie est venue possible sur Terre grâce aux plantes pour les animaux. Mais en premier, il y avait les plantes qui, eux, construisent avec ce CO2 qu'ils prennent. Ils font leur structure. Vous voyez, les 75 kilos tout à l'heure, ils venaient de l'oxygène, du CO2 dans l'air. Et puis, la plante, elle a aussi sa respiration. Ça, c'est ce que nos poumons font, les animaux font, prennent de l'oxygène. Avec l'oxygène, ça brûle le sucre, donc on doit manger du sucre. L'oxygène arrive sur ce sucre, brûle le sucre, nous, on rejette du CO2, et l'énergie qui s'est libérée en brûlant ce sucre, ça nous chauffe. Ça nous donne de l'énergie pour faire un marathon. Par contre, nous, on n'est pas capable, on est obligé de s'asseoir à table pour manger. Continue, je vous dirai pourquoi. Et la plante, elle a besoin de quelques sels minéraux qu'elle puise dans le sol, ces fameux 60 grammes pour faire le reste, mais le 99% vient de l'air. Hein. Elle a besoin de beaucoup d'eau. On a vu cet été avec la sécheresse, s'il manque de l'eau, la plante ne pousse pas très bien. Il lui faut quand même de l'eau. Et puis, autour des racines, pour que tout ce système fonctionne bien, il y a des micro-organismes, des bactéries et champignons dont on va développer la chose. Continue. Ça me permet de vous expliquer que la plante est un organisme autotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est une définition des botanistes qui disent, nous, on est hétérotrophe, ça veut dire qu'on doit s'asseoir à table, puis on doit manger des pommes, un bon beefsteak pour avoir de l'énergie. Autotrophe, elle n'a pas besoin de la plante, elle n'a pas besoin de faire un déjeuner, un dîner. Elle fait sa photosynthèse, elle est autonome, si vous voulez. Elle synthétise son sucre elle-même dans la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est la réaction primordiale la plus importante de la Terre qui permet la vie sur la Terre. Oui? Juste une question de compréhension. Oui. Donc, entre la respiration et la photosynthèse, tous les deux, c'est par les feuilles. C'est par les feuilles, oui, par les stomates. Donc, la respiration et la photosynthèse, les deux se passent dans les feuilles. Mais la respiration se passe aussi dans les racines. Toutes les cellules respirent. Parce que comme nous, la plante, elle doit aussi produire de l'énergie, elle doit aussi synthétiser des enzymes, elle doit aussi faire des protéines, aussi bien dans les racines que dans les parties aériennes. Par contre, la photosynthèse, elle a lieu uniquement dans les chloroplastes, dans les parties vertes. Donc, pour que la photosynthèse ait lieu, il faut le soleil là-haut. Et d'ailleurs, les civilisations anciennes, elles vénèrent le soleil sans le savoir, mais ils savaient que ce soleil est indispensable pour que la vie soit sur Terre. Et le bilan final, voilà. entre l'oxygène qui est rejeté avec photosynthèse et le CO2 qui est rejeté avec respiration? Alors, c'est là. Tant qu'il y a du soleil, tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a des micro-organismes, le bilan, il est positif. Tant que la plante, elle pousse, c'est positif. Si votre plante, elle ne pousse plus, ben, elle fait autant de respiration que de photosynthèse. Et puis, si elle commence à vieillir, ben, la photosynthèse ne marche plus. Les feuilles jaunissent en automne. Comme il y a l'hiver chez nous en haute latitude, les feuilles tombent. La plante, elle se met carrément en dormance, si vous voulez. Ou quand il n'y a pas d'eau, cet été, beaucoup de plantes se sont mises en dormance. Vous regardez les prairies qui étaient jaunes au mois d'août, maintenant elles sont plus vertes que jamais. Qu'est-ce qui s'est fait? Les prairies, elles ont capacité de s'endormir, attendre de nouveau l'eau. Ça joue? Oui. D'autres questions? Ma question, c'était oui. La respiration, ça se passe l'absence de lumière, c'est-à-dire oui. la nuit. Oui, la nuit et le jour, les deux. La nuit et le jour, oui. Oui. Quand c'est nuageux, effectivement, aussi, la photosynthèse ne marche pas bien. C'est comme les panneaux solaires. Voilà. Il faut du soleil. Il faut du soleil. Il n'y a pas de respiration. Non, la respiration, il y a toujours. Oui, mais moins quand il n'y a pas de soleil. Quand il y a du soleil. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce moteur, la photosynthèse sur les chloroplastes, c'est le soleil qui est le moteur. Puis vous imaginez, quand elle ne peut pas éteindre, elle ne peut pas se mettre à l'ombre, la plante. Et s'il lui manque de l'eau, elle a un problème.
parce qu'elle a beaucoup de soleil qui lui arrive dessus. Et néanmoins, donc elle a des stratégies, elle ferme les stomates, etc. Et puis dans le désert, il y a encore d'autres plantes, comme les plantes à système CAM, qui emmagasinent, parce qu'en fait, les stomates, ils s'ouvrent, et puis par là, elles perdent aussi beaucoup d'eau. Et dans les pays très secs, ils ferment les stomates pour ne pas perdre de l'eau, mais elles emmagasinent la nuit le CO2, et puis elles terminent la transformation la nuit. Et la journée, quand il y a le soleil, elles peuvent faire la photosynthèse sans ouvrir les stomates. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il y a 3 types de... Ouais. Le circuit de la sève, au départ, elle vient du sol, elle monte dans la plante, jusque dans les feuilles. Alors ça, c'est le système circulatoire dans les plantes. Il y a 2 systèmes. Il y a le xylème qui vient des racines qui va vers les pointes, qui amène ce qu'on appelle la sève brute, l'eau et tous les sels minéraux qui viennent d'ici. Et puis, vous avez le phloème, qui est la sève élaborée. C'est les produits de la photosynthèse. Comme on a dit, les plantes font du sucre. La sève brute qui est sucrée. Et ça, c'est dans le phloème. Et celle-ci, elle coule depuis les feuilles vers les racines ou des feuilles vers les fruits. Donc, il y a 2 systèmes parallèles. Un qui monte et un qui descend. Ouais. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça. Mais effectivement, c'est intéressant de découvrir un peu comment cet organisme plante y vit. Ouais. Alors, on va maintenant se pencher dans le sol, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment le sol vit et qu'est-ce qui fait vivre ce sol. Finalement, c'est la plante qui fait vivre le sol. Qu'est-ce qui a fait la terre? Finalement, c'est la plante qui crée le sol. Ça aussi, beaucoup de gens, on a découvert dernièrement que finalement, la terre, la couche de terre, le sol, s'il n'y a pas une plante qui grandit dessus, il diminue. Pour que la couche de sol, elle augmente, c'est assez logique. Si on regarde dans les forêts, c'est là que vous avez les sols les plus fertiles. C'est parce qu'il y a beaucoup de plantes qui grandissent. Et si on va regarder, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les pointes des racines, donc les radicelles, tout au bout de la plante, tout au fond. Vous avez ici la zone où la racine s'allonge. D'accord? Et puis la racine, c'est une sorte de tube qui s'élargit. Et là, vous avez effectivement ce qu'on a dit, les systèmes de conduction, le xylème. Là, l'eau peut rentrer avec les sels minéraux, puis après, il peut monter, puis aller jusque dans les feuilles, dans les bouts des pousses, partie supérieure. Et ce qui est important, c'est de savoir, c'est la rhizosphère. La rhizosphère, c'est quoi? C'est une zone de sol qui est directement influencée par les racines et les micro-organismes qui sont associés. Donc, les plantes, elles s'associent avec les micro-organismes. Et cette rhizosphère, c'est une couche de 1 à 5 mm, pas plus. À ce niveau-là, la plante, elle est capable d'abaisser le pH, d'acidifier. Comme nous, dans notre intestin, on a des sucs gastriques, on est capable, c'est très acide pour qu'on puisse digérer la nourriture qu'on mange. La racine ici, elle est capable de sécréter à l'extérieur des acides organiques qui font abaisser le pH. Ça a été mesuré par des scientifiques en 1997. Et ici, ça, c'est la distance entre la pointe de la racine vers l'arrière. Vous voyez, à la pointe, on avait un pH de 5,5. Et puis, si on est à 2 cm de la pointe, ici, on a le pH qui est 3, à ce niveau-là. Et puis après, le pH remonte. S'il n'y a pas de poils de chevelure racinaire, le pH reste en haut. S'il y a du chevelure racinaire, c'est comme des nouvelles pointes. Ici aussi, il peut acidifier. Il faut vous imaginer que là, ici, à peu près, c'est très acide. Donc, tous les micro-organismes qui sont là, ils se font digérer. Et puis là, l'eau, elle peut rentrer facilement dans les racines parce que vous avez des cellules qui sont encore peu différenciées. Là commencera le xylème. Ici, il n'y a pas encore ce qu'on appelle les bandes de Caspari qui empêchent le passage de l'eau, etc. Et dans le lendemain, cette zone-là, la racine, elle grandit, la pointe sera ici, et puis la partie qui était ici, si vous voulez, elle sera là, elle pourra sécréter. Donc, il faut vous imaginer que c'est quelque chose de dynamique qui avance dans le sol. Et puis, ce qui était acide là, ça a été digéré ici, le lendemain, elle digère ici, le lendemain, elle digère ici. Puis, il faut vous imaginer que le sol, ce n'est pas une matière qui est uniforme. La plante, elle ne va pas rencontrer partout les mêmes conditions, partout les mêmes sels minéraux, partout les mêmes animaux. Donc, c'est un milieu qui est hyper complexe. Donc, elle doit aussi réfléchir où est-ce qu'elle se trouve.
elle est capable de sentir comment est le sol, elle est capable de sécréter différentes substances en fonction d'où elle se trouve, etc. Donc, vous imaginez que c'est un truc assez fou qui se passe ici. Donc, le système digestif continue. Donc, on sait maintenant, et ça, c'est des découvertes assez récentes, on pensait que tous ces poils-là absorbants, ils permettaient à la plante d'emmagasiner de l'eau. C'est faux, la plante, elle fait beaucoup de liens avec des champignons, des mycorhizes, avec des autres micro-organismes qui l'aident. Et pour que ces micro-organismes qui l'entourent puissent manger, la plante, elle sécrète, on parle de carbone, donc c'est les produits de la photosynthèse, c'est pour ça que je vous expliquais la photosynthèse tout à l'heure. Elle envoie via le phloème, comme vous avez la sève élaborée, dans les racines, des acides organiques, des composés, des vitamines, des acides aminés, qui sont destinés à être sécrétés hors de la racine jusqu'à 40%, donc ce n'est pas rien. Et en moyenne, c'est à peu près 20%. Et puis si les conditions sont très bonnes, c'est à peu près 10%. C'est pour ça que si les conditions du sol sont très bonnes, la plante pousse plus vite parce qu'elle a moins besoin d'investir pour changer son milieu. Je vous ai dit, pour changer le pH et tout ça. Ça lui coûte en énergie. Elle sait faire de la photosynthèse, elle sait faire tout ça. Voilà. Donc, on parle justement, ces produits de la photosynthèse sont exudés, sucre, acide organique, acide aminé. On compare ça à des sucs gastriques et on parle de rhizodépôt. Les scientifiques, ils ont depuis longtemps vu ces rhizodépôts, mais ils ne se sont pas rendus compte, c'est que ces 20, 30, 40 dernières années qu'on s'est rendu compte de l'importance, mais je dirais même ces 10 dernières années qu'on s'est rendu compte de l'importance de tout ça. Continue. Donc, c'est une zone, cette rhizosphère, maintenant je vous parle de cette rhizosphère, c'est quelques millimètres, 5 millimètres. C'est une zone de grande activité physique, chimique et surtout biologique, où il y a la concentration des micro-organismes jusqu'à 100 fois plus élevée que dans le reste du sol. C'est parce qu'ils ont analysé du sol où il n'y a aucune racine qui passe, et puis du sol qui est rhizosphérique, c'est quand vous arrachez une plante, puis vous secouez toute la grosse terre qui tombe, puis c'est les terres qui restent collées à la racine. Ça, c'est une zone où il y a environ 100 fois plus de micro-organismes que dans le reste du sol. Ça, on pourrait prendre aussi comme base pour faire des thés de compost, par exemple. Je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous prenez dans une région de votre jardin où tout pousse très bien, et puis se dire, ben, tiens, je vais faire un thé de compost pour répartir ça partout. On passe plus loin. Donc, on appelle ça aussi une interface de communication, c'est un lieu d'échange entre plantes, micro-organismes, sol. Marc-André Sellos. Et certains biologistes, déjà, par analogie, ils ont dit ben, c'est l'intestin de la plante. Vous comprenez? Si on fait une comparaison entre animal et végétal, le site de digestion, l'intestin, c'est cette rhizosphère. D'accord? Et moi, je dis, je vais même plus loin, je dis finalement, nous, vu qu'on est apparu après les plantes, les animaux, les êtres humains, en fait, on est des plantes qu'on a pris avec un bout de rhizosphère, qu'on a enfermé ça dans notre intestin, puis ça nous permet de nous balader. Tandis que la plante, elle a un système digestif ouvert. C'est pour ça qu'elle est tellement sujette aux variations climatiques. Mais si vous imaginez une plante, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est plantée. Elle ne peut pas aller se promener s'il y a trop de soleil, si c'est trop sec. Mais vous imaginez, malgré tout ça, elle arrive à survivre. Hein? C'est assez extraordinaire. Donc, elle a des stratégies qu'on n'a encore pas découvertes, qui sont incroyables. On a découvert des micro-organismes qui tournent là autour de cette rhizosphère, qu'on veut isoler, puis qu'on veut faire grandir sur des boîtes de pétri, dans des chambres. Ils ne veulent pas grandir. Ils sont dépendants 100%. C'est comme les champignons. On peut cultiver des champignons de Paris. On sait comment le faire sur un compost qui se décompose. Cultiver des morilles, on est arrivé, mais les rendements ne sont pas terribles. Mais cultiver des chanterelles ou des bolets, on n'est encore pas arrivé. Il faut l'arbre qui soit associé avec lui. Aussi, on met des chênes truffiers, des choses comme ça. Donc, on est obligé de planter le chêne pour qu'on ait des truffes. On n'est pas capable de nourrir artificiellement un champignon. C'est un truc incroyable. Donc, cette rhizosphère, maintenant, je vais vous expliquer cette interaction. C'est pour ça que je suis venu sur ces micro-organismes. C'est là que je me suis rendu compte de l'importance des micro-organismes. Il faut vraiment prendre soin de ce tube digestif de la plante qui est dans la rhizosphère. Il y a cette symbiose. Je ne sais pas si vous comprenez le mot symbiose. C'est mutualisme. Ça veut dire les animaux qui vivent là autour de la racine, ils reçoivent de la nourriture de la plante
Et la plante, elle bénéficie aussi de ces animaux-là autour. D'accord? Donc, c'est une symbiose. C'est les deux gagnent quelque chose, profitent. C'est un mutualisme. Micro-organismes racines, comment les micro-organismes, ils ont, si vous voulez, appris à connaître à travers l'évolution quelles sont les vitamines qui font grandir les plantes. Parce que finalement, vu que pour pouvoir se multiplier, c'est des êtres vivants, des bactéries qui sont invisibles, microscopiques, mais quand même des êtres vivants, assez simples, mais qui essayent de survivre. Pour pouvoir avoir plus de nourriture, ils ont trouvé le truc de faire des auxines. Et on sait que les auxines, ce sont des substances qui stimulent la croissance des racines. Continue. Donc, s'il y a beaucoup de nutriments, la plante, à la partie supérieure, elle fait plus de photosynthèse, elle reçoit plus de vitamines, il y a un effet stimulant qui se fait, les plantes, elles ont un rendement plus précoce, la photosynthèse marche mieux, ce qui dit photosynthèse marche mieux, plus de sucre peut être envoyé dans les racines, plus de rhizodéposition. Si on veut, quelque sorte, ces micro-organismes qui transitent, qui vivent là autour de cette rhizosphère, en fait, c'est comme des agriculteurs de la plante. Vous comprenez? Elles ne vont pas tuer leur garde-manger ou elles cultivent la plante, si on veut. Et nous, dans l'agriculture, on a pris conscience de ça. On apprend aux jeunes qu'il faut vraiment mettre la pédale douce sur les engrais, sur les phytos, parce qu'on met des fongicides, on a des champignons dans le sol. On va tuer aussi, même en mettant du cuivre. C'est un fongicide très puissant. Vous allez tuer aussi tous ces micro-organismes qui sont là dans le sol, parce que ce que vous mettez sur la plante, il y a un petit peu qui tombe par terre, ou la plante, le cuivre, c'est persistant, la plante, elle va mourir, etc. Donc, il faut vraiment mettre la pédale douce sur tout ça, parce que ceux-là, ils jouent un rôle. Maintenant, on en vient dans les micro-organismes. Je ne sais pas, ça c'est ma première partie d'introduction. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous avez un petit peu une meilleure vue maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Comment elle fonctionne? C'est un être extraordinaire. Vous êtes d'accord? Donc, ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille de lire les livres de Marc-André Solers, où il y a même aussi Peter Wohlleben, vous connaissez peut-être, le forestier, qui a écrit des livres qui expliquent tout ça. C'est extraordinaire, il y a des choses incroyables. D'accord? Alors maintenant, on va faire un petit peu un zoom vers les micro-organismes du sol. On a compris que c'est eux qui font la fertilité des sols. Et je vous ai dit, il y a 25% de diversité, de toute la diversité dans le sol. Vous avez déjà vu des animaux comme ça? Celui-là, il me fait toujours rire. Il est extraordinaire. Le tardigrade, il s'appelle. Ils ont fait c'est un animal qui est capable de supporter des pressions jusqu'à 600 bars. C'est un animal qu'ils ont envoyé dans le vide pendant des mois, qu'ils ont été recherchés et il s'est réveillé. Ils l'ont congelé à moins 40, moins 50 pendant 2 ans. Après, il s'est réveillé. Et puis, je pense qu'il y en a encore d'autres comme ça. On n'a encore pas tout découvert, ce qui existe. Donc, je dis toujours, la vie, finalement, elle a été créée sur Terre, elle est tellement diverse qu'elle a été faite pour gagner. Parce que vous imaginez notre bonne vieille Terre, on parlera comme ça, elle a supporté des volcans, des glaciations. Malgré tout ça, la vie, elle est encore là. Hein? Donc, il y a des stratégies à survivre. Hein, la Terre. Si vous prenez, maintenant, c'est 1 gramme de sol, c'est une petite cuillère à café de sol. Dans ce gramme de sol, vous avez entre 1 et 10 milliards de bactéries. Donc, à peu près, en termes de bactéries, c'est microscopique, une bactérie, c'est 1 millième de millimètre, sa grosseur. Donc, vous prenez 1 millimètre, vous divisez par 1000. Hein? C'est petit. On est 7 milliards sur cette Terre, c'est grosso modo le nombre d'habitants qu'il y a sur cette Terre. Vous avez en termes de bactéries dans une cuillère à café de terre, de forêt. Ça représente 6 000 à 50 000 espèces différentes. Donc, chats, vertébrés, baleines, 5 000 différents. Vous imaginez? Jusqu'à 200 mètres de filaments de champignons. Donc, les champignons, eux, ils font des filaments, des fils microscopiques aussi. Et puis, dans une cuillère à café, vous avez jusqu'à 100 à 200 mètres si vous mettez bout à bout. C'est presque incroyable. Donc, c'est grâce au microscope qu'on a découvert ça. Et puis, je dirais, ces dernières 20 ans, grâce au progrès de la biotechnologie
et des analyses avec génétique. Et c'est ces fameux PCR qu'on fait pour les virus. Une bactérie, c'est 1 millième de millimètre. Vous divisez 1 millimètre dans 1000. Un virus, c'est encore 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Donc, vous imaginez chercher le COVID, c'est un truc incroyable, quoi. La technologie qu'on a maintenant pour trouver ça. Donc là, je ne vous parle pas des virus, parce que si on analyserait les virus, il y en a encore, je ne sais pas combien. Donc, vous voyez, grâce à ça, des méchants, il n'y en a pas beaucoup. La majorité, le 99, sont bénéfiques, finalement. On continue. Donc maintenant, sous 1 mètre carré de bonne terre, je reviens au fameux graphique, hein, je vous ai expliqué. Maintenant, cette proportion-là, vous voyez qu'il y a une toute petite partie sur 1 mètre carré. Ça représente en biomasse, si on met ça sur une bascule, entre 1,5 à 3 kg. Dans un terre agricole, c'est plutôt 1 kg, 1,5 kg. En forêt, ça va jusqu'à 3 kg par mètre carré. Donc, de bestioles qui vivent là. Et qui dit animaux, micro-organismes, etc., ils doivent respirer, ils doivent survivre. Donc, respirer, ça veut dire quoi? Ils doivent avoir de l'oxygène. Donc, c'est pour ça que je vous disais, dans le sol, il doit y avoir 50% d'espace pour qu'il y ait de l'air. Parce que si tout est sous l'eau, voilà, il n'y a plus que les poissons, mais c'est tout. D'accord? Donc, après, si on va dans le détail, sans aller encore plus dans le détail, mais si on va des plus gros, plus petits, des petits mammifères, on a à peu près 0,4 grammes. Des vers de terre, on en a à peu près 160 grammes. Ça représente quand même, si vous mettez les galeries de vers de terre bout à bout sur 1 mètre cube, c'est à peu près 400 mètres. On a fait l'exercice, on a pris une pelote de fil de 400 mètres dans un cube comme ça avec un cadre, puis on l'a déroulé. D'accord? Les arthropodes, c'est des petits insectes qui font 100 microns, donc 0,1 mm jusqu'à 5 mm. C'est des petites araignées. C'est eux qui découpent la matière organique. C'est eux qui font, si vous voulez, dans notre système digestif, pour qu'on puisse digérer, on a le fameux mouvement péristaltique qui malaxe. Ben, c'est eux qui malaxent tout ça. Continue. Les protozoaires, ça, c'est des unicellulaires complexes qui font 0,1, 10 microns à 100 microns. Il y a 24 grammes. Continue. Les algues, il y a 160 grammes. Donc, il y a quand même des algues aussi dans le sol, parce que les algues, il leur faut beaucoup d'eau. Les algues sont capables de faire, par exemple, de la photosynthèse. Donc, il y a encore d'autres que les plantes qui font de la photosynthèse. Continue. Les champignons qui font, vous voyez, 3 microns à 5 microns. Donc là, les microns, on est en millième de millimètre, c'est 500 grammes. Et les bactéries, c'est 500 grammes. Visible à l'œil nu, c'est à peu près depuis ici. Et les agronomes dans le temps, moi j'ai fait les cours d'agronomie il y a 30 ans, on nous parlait un peu de ça, puis ça on oubliait complètement parce qu'on savait qu'il y a des champignons et des bactéries, mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils représentent quand même à peu près le 80% de la biomasse, les champignons et les bactéries. D'accord? C'est fascinant, hein, tout ça. On continue. Donc ça, c'est aussi mon collègue Anton Lehmann qui représentait, il disait, pour que la végétation dans un pré puisse nourrir une vache, produise de l'herbe qui puisse nourrir une vache, il faut l'équivalent en poids de micro-organismes, bactéries, champignons, etc. 10 vaches. D'accord? Donc, c'est incroyable le nombre d'animaux qui travaillent là sous la terre, sous nos pieds, gratuitement. Alors, ça vaut quand même la peine de temps en temps leur donner un petit peu de compost. Elles se nourrissent de compost, on a vu de matière organique, de BRF, vous avez parlé de BRF, ça nourrit les champignons et tout ça. Continue. Vous pouvez faire vos tests, vous avez entendu peut-être ce test du tea bag, du sachet de thé. Vous pouvez enterrer un sachet de thé, et puis 6 mois après le déterrer, il y a tout un protocole pour faire ça. Et puis vous pouvez avec ça faire un test biologique. Vous regardez l'état du thé qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il est complètement disparu ou est-ce qu'il est encore entier? Parce que le sol, c'est un fabuleux digesteur, un tube digestif. On y enterre même les morts. Hein, voilà, les corps, ils disparaissent. Enfin, c'est un recycleur incroyable. Donc, si ce thé il disparaît rapidement, ça veut dire que vous avez un sol avec beaucoup de micro-organismes qui travaillent. Continue. Donc, j'ai tiré quelques slides là, de la bande dessinée Sous terre. J'aime bien parce qu'ici, vous voyez, il dit
le rôle des champignons et bactéries. On a vu c'est 80% des micro-organismes. Sans les champignons et les bactéries, les nutriments, donc les éléments nutritifs, vous vous souvenez de la plante, là, ces petits points, c'est 60 grammes, de la plante restent prisonniers de la matière morte. Et en quelque sorte, ils ramènent à la vie ce qui était mort. Ces bactéries et champignons digèrent tout ça, recyclent. C'est des recycleurs incroyables. Quand on fait un compost, c'est des champignons et des bactéries qui recyclent tout ça. D'accord? Et ça va même plus loin. Il y a ce qu'on appelle des associations entre champignons et arbres, qu'on appelle des mycorhizes. D'accord? Et vous voyez ici, le champignon trouve la racine, la pointe de la racine, va vraiment rentrer dans la cellule et s'associer avec les cellules de la racine. L'arbre, pourquoi il fait ça? Très tôt dans l'évolution, l'arbre a compris que s'il voulait arriver à se nourrir comme il faut, ce n'est pas avec ses racines qu'il arrivait. Parce que la grosseur d'un champignon, vous avez vu, d'un filament, c'est à peu près 100 fois plus petit. Donc, la matière qu'il faut pour construire 1 mètre de racine, le champignon il est capable de faire 100 mètres. Donc, s'il s'associe avec le champignon, l'arbre, la plante lui donne, vous voyez, des carrés de sucre qui viennent de la photosynthèse, lui échange du sucre. Le champignon, il ne peut pas faire de la photosynthèse. Les chanterelles, etc., sont dépendants de la nourriture du sapin, de l'arbre, qui lui donne du sucre. Et en échange, vous voyez ici ces petits hexagones, la jaune, le champignon est capable d'aller chercher du phosphore plus loin, est capable d'aller chercher de l'eau. C'est cet échange qui fait cette symbiose, et on appelle ça des mycorhizes. Ça vient de myco-champignon, rhizes, racine. C'est un champignon racine. Et ce champignon racine, il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin de sucre parce qu'il n'est pas capable de faire de photosynthèse. Et puis, il n'y a pas un service traiteur où il peut s'asseoir et puis quelqu'un vient lui apporter à manger. Donc, la plante, elle est extraordinaire parce qu'avec sa photosynthèse, maintenant vous l'avez compris, fait ce sucre. Donc, elle fait encore un service. Elle investit un petit peu d'argent, et puis elle sait qu'elle a un retour sur investissement. Donc, tout ça, c'est bien expliqué là-dedans. De manière, je peux vous recommander ce bouquin. Donc, après, pour voir tout ce réseau entre la plante et les micro-organismes du sol, on appelle ça le réseau alimentaire du sol. Et ça, c'est la base, justement, pour ramener la fertilité des plantes de manière autonome. Et si vous avez compris que le réseau alimentaire du sol ne travaille pas comme une chaîne, parce qu'une chaîne, il y a un maillon qui pète, tout le système s'effondre. Le sol, avec ce réseau alimentaire, il est très résilient. Il arrive on est quand même, on massacre les sols, et malgré tout, il y a encore de la fertilité, il y a encore quelque chose qui pousse. Hein. Et à la base, vous avez différents niveaux. Vous avez la plante et le soleil toujours. Le soleil, les panneaux solaires pour faire du sucre. Et ça, les plantes savent bien le faire. Vous savez, quelqu'un a compté une fois le nombre d'arbres. Il y a 1000 fois plus d'arbres que d'humains sur Terre. Et la limite, elle est dès qu'il faut au moins 10 fois plus d'arbres que d'humains sur Terre. Après, ça ne marche plus le système. Parce que si on est trop d'humains, on n'arrive plus à... La biomasse des plantes n'arrive plus à pourvoir suffisamment de nourriture. Finalement, les plantes sont la base de toute la nourriture. Voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce réseau alimentaire, mais vous pouvez vous imaginer, c'est un réseau extrêmement complexe. Moi, je vais m'arrêter qu'au niveau 2, où vous avez juste derrière la plante les bactéries et les champignons, vu qu'ils font 80% des êtres vivants dans le sol. Et c'est des êtres microscopiques. On continue. Donc, comment favoriser ces bactéries et ces champignons? On a plusieurs méthodes. On peut faire du compost, on peut faire du bokashi, on peut faire des thés de compost, du charbon végétal. Et c'est l'objet de ma présentation ce soir, de vous présenter un peu des méthodes pour améliorer justement le niveau bactéries, la vie du sol. Donc, qu'est-ce qu'un compost? Finalement, c'est un produit qui est issu de la dégradation biologique de déchets organiques, des déchets végétaux. Dans un compost, vous pouvez mettre que des déchets végétaux. Il ne faut pas commencer à mettre des déchets de cuisine, etc. En milieu aéré humide, et puis c'est grâce aux micro-organismes, ces fameux micro-organismes, mais eux, ils font ce qu'on appelle de la fermentation. Ils fermentent. Et ces micro-organismes qui font du compost, lorsque le compost est jeune, si vous le mettez proche d'une plante, c'est toxique pour les racines.
C'est pour ça que mettez toujours un compost bien mûr, minimum 6 mois à une année. Si vous mettez un compost qui est en train de chauffer au pied des racines, ce n'est pas les bons micro-organismes, c'est des fermenteurs. Et le compost, il doit être décomposé, ni trop peu. Et puis, il est donc mélangé de matière organique, de micro-organismes, de minéraux formant les produits grumeleux stables. Voilà. Donc, pour faire un compost, il faut 2 types de matières. Il faut des matières vertes, riches en azote, N, c'est la formule chimique. Et ici, j'ai marqué bactéries. Les bactéries, ils aiment beaucoup l'azote. Qu'est-ce qui est un matériel riche en vert? C'est de l'herbe fraîche, des déchets de plantes vertes. Suivant. Et il faut de la matière brune, riche en carbone, qui, eux, vont favoriser les champignons, les lombrics, les vers de terre. Et ça, c'est du bois, des feuilles mortes, la paille, de la sciure. Donc, pour faire un bon compost, on doit mélanger ces 2 matières suivantes. Et c'est ce fameux rapport C sur N. Je disais N, matière verte, C, bois. Donc, on sait en agriculture qu'un rapport optimum de C sur N, c'est 12, 20, 25 sur 1. Donc, 20, 10, 15, 20 fois plus de carbone que d'azote. Et si vous avez trop de N, vous avez une minéralisation rapide, ça libère rapidement de l'azote. Ça, c'est bien pour tous les légumes qui poussent très vite, comme par exemple les radis, les tomates qui ont besoin rapidement d'azote. Là, vous prenez plutôt un compost matière verte. Si vous avez besoin de plantes qui poussent lentement, vous prenez plutôt un compost style CN plus élevé. Et là, on a par exemple des BRF et des choses comme ça. Donc, le rapport CN permet de juger la vitesse de dégradation de la matière organique. Suivant. Et maintenant, des nouvelles recherches ont pu démontrer que finalement, il y a compost et compost, mais chaque plante a besoin d'un rapport champignon sur bactéries, C sur N. Et si vous avez il y a une règle générale qui vaut pour toutes les cultures courtes, maïs annuel, blé, maïs, les prairies, c'est un rapport C sur N bas. Donc, autant de champignons que de bactéries, ou voire plus de bactéries que de champignons. Et puis, dès qu'on arrive dans des cultures pérennes, la vigne, les pommiers, les feuillus, les sapins, en forêt même, vous avez un rapport C sur N de 100, voire 1000. Donc, vous avez 100 fois plus de champignons. Donc, où est-ce que vous cherchez les champignons? En forêt. À quelques exceptions près, les champignons de Paris dans les prés, mais sinon, la majorité des champignons sont en forêt. Parce que les arbres, eux, ils font des associations avec les champignons, et les champignons grandissent moins vite. Donc, si vous voulez faire un compost et vous voulez le juger, regardez un petit peu sa structure. Et si vous voyez encore des bouts de bois dedans, vous pouvez vous imaginer que vous avez plutôt un compost à prédominance de champignons. Si vous voyez un compost qui est très terreux, très fin, vraiment comme de la terre, alors ça, c'est un très bon compost pour tout ce qui est légumes de jardin. Mais ce n'est pas un compost idéal pour les arbres fruitiers. Et à l'extrême, même des fois, dans les arbres fruitiers, on met du BRF. Peut-être que vous avez entendu ce que c'est du BRF. Bois raméal fragmenté. C'est tous les déchets de taille jusqu'à grosseur de 7 cm de feuillus que vous taillez en hiver pendant la saison morte et puis que vous broyez avec un coupe-bois et puis vous déchirez ce bois assez grossièrement. Il ne faut pas faire de la sciure. Hein. Et il y a une grande partie d'écorce. Et ce BRF, il a de la lignine, mais aussi beaucoup d'écorce. Et posé au pied des arbres sur 5 à 7 cm, en 6 mois, il attire beaucoup de champignons et puis il va vous aérer votre sol d'une manière incroyable. Ouais. Mais ça, c'est encore une autre question, le BRF. Voilà. Donc, le compost, qu'est-ce qu'il y a? Étendu en couche de 0,5 à 2 cm d'épaisseur. Le compost, il n'y a pas besoin de l'enterrer dans le sol. Vous le mettez dessus. Pensez toujours à la forêt. La forêt, les micro-organismes viennent le chercher à surface. Ça influence le sol dans une profondeur de 15 à 30 cm au bout de 6 mois et 45 cm au bout d'une année. Posez simplement le compost dessus. Au bout d'une année, vous avez déjà une influence de ce compost à 45 cm de profond. Maintenant que vous savez qu'il y a beaucoup de vie. En agriculture, on dit un apport de 25 tonnes hectares ou 42 mètres cubes. Ça veut dire 2,5 kg au mètre carré. Vu qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, 2,5 kg ou
ou 4,2 mètres cubes, c'est 4,2 litres, à peu près 4 litres de compost au mètre carré. Tous les 3 ans, ça amène de l'humus, 500 grammes d'humus par mètre carré, un tout petit peu d'azote, un peu de phosphore, un peu de potasse, mais surtout beaucoup de chaux. Et la chaux, on sait que c'est pour tamponner l'acidité des sols. Donc, apporter du compost, les gens croient que ça acidifie le sol. Au contraire, non, ça ramène un petit peu le sol dans un milieu beaucoup plus favorable à la vie. D'accord? Donc, moi, je dirais 3, 4 litres de compost par mètre carré tous les 3 ans. Si vous voulez mettre chaque année, vous en mettez 1 litre au mètre carré. Il ne faut pas exagérer parce qu'on peut faire une indigestion aussi. On peut nourrir le sol. Il faut vous imaginer tout ce que vous amenez sur la terre. Ça doit être après digéré par ces 1 kg, 2 kg de micro-organismes qui sont sous terre. Et puis vous les amenez à la saison morte. Donc pendant l'hiver, il fait froid, ils sont endormis. Mais c'est bien de l'amener l'hiver parce qu'avec l'hiver, la neige, la pluie, ça descend gentiment dans le sol. Puis au printemps, dès que le soleil est là, dès que la terre se réchauffe, ils ont de quoi manger et puis ils ont commencé à se développer. Hein. D'accord? On continue. Donc maintenant, ça c'était pour le compost. Donc, mon objectif, ce n'était pas de vous montrer comment faire un compost, ce n'est pas du tout l'objet du cours, c'est pour vous montrer un peu les bénéfices du compost. Vous pouvez en trouver dans les compostières de village, etc. Mais je vous rends attentif, observez maintenant votre compost. Quand vous le pressez aussi, il ne doit pas dégouliner d'eau, il doit être bien mûr, ça doit sentir bon la terre de forêt. Et puis si vous voulez un compost, comme je l'ai dit pour les arbres fruitiers, plutôt un compost à base de champignons, donc vous devez voir encore un petit peu des bouts de bois. Et puis, si vous voulez un bon compost pour les légumes, pour les patates, c'est un compost vraiment terreux, bactérien. Ça joue? Oui. La différence entre le compost et le terreau. Ah, le compost, c'est vraiment le résultat de matière organique qui a fermenté, s'est décomposé. Tandis que dans un terreau, vous avez certes un peu d'humus qui est issu du compost, mais vous avez encore de l'argile et du sable. C'est un mélange. Et puis maintenant, les terreaux, dans le temps, on le faisait beaucoup à partir de tourbes. Maintenant, on le fait beaucoup à partir de déchets de fibres de bois, de fibres de coco. Mais ces terreaux sans tourbes, il faut faire très attention parce que si on ne met pas un petit peu d'argile avec, il se dessèche très vite. Vous arrosez, puis une fois qu'il a séché complètement, là, vous avez de la peine à le remouiller. C'est comme un papier buvard qui est venu sec. Si vous le remouillez, c'est difficile. Il faut... Ouais. Donc, un terreau, c'est vraiment pour faire germer les plantes, tandis qu'un compost, c'est un engrais organique, humus, matière organique. C'est pour ça qu'il faut y aller à la petite cuillère à café. Je vous disais, maximum 3-4 litres, si vous voulez mettre beaucoup, 3-4 litres au mètre carré, tous les 3 ans. Si vous mettez chaque année, c'est 1 litre. Ça suffit. Ça joue? Maintenant, je viens au thé de compost. C'est ce petit bruit que vous entendez là derrière. J'ai mis en route. Donc, c'est une technique qui existe déjà depuis longtemps. Il y a des sites Internet en Suisse, composter.ch, et l'APRO, ça c'est une firme en Suisse issue d'une start-up de Wädenswil. C'est des jeunes étudiants qui avaient fait leur travail de diplôme là-dessus, puis ils ont développé une petite boîte qui fait des thés de compost et des kits. Composter.at en Autriche, en Allemagne, et puis sur Google, vous mettez thé de compost oxygéné, vous trouvez plein de petites vidéos, etc. On continue. Donc, le thé de compost, qu'est-ce que c'est? C'est un concentré de bactéries et de champignons que j'ai extrait d'un compost et que j'ai aéré pendant 24 heures, 48 heures. Et c'est pour avoir un effet rapide des micro-organismes MO au niveau de la rhizosphère. Maintenant, vous savez ce que c'est la rhizosphère. Ou même, on peut l'appliquer sur les feuilles. On appelle ça la phylosphère. Je n'ai pas dit, c'est comme l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche qui est entre la Terre et puis où il y a les phénomènes de météo qui se passent, où nous, on se sent bien vivre. La rhizosphère, c'est où les bactéries champignons se sentent bien pour vivre. Les plantes attirent les micro-organismes en libérant des exudats, ça vous le savez, dans la rhizosphère, on continue. Et le principe, c'est par aération active, ça veut dire qu'il faut une pompe qui injecte de l'air dans l'eau. Intensivement, on libère le mucus des bactéries. Donc, les bactéries qui sont dans un compost
quand il est fini de composter, ben, c'est comme de la plaque dentaire. C'est des restes de bactéries qui sont là en attente, qui sont en dormance, qui attendent qu'on la mette dans le sol pour se réveiller de nouveau, puis trouver de la nourriture. Donc, nous, on va libérer ce mucus bactérien, ces champignons, et puis les multiplier par 10, voire 100 fois en 24 heures en aérant. Et puis, pour qu'ils se multiplient, on va leur donner à manger. Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Pour un effet rapide au niveau de la mise, voilà, ça c'est bon. On continue, je l'ai mis 2 fois. Moi, je vous donne une recette, il y a de la feuille blanche ici pour un bidon, moi c'est pour un bidon de 20 litres. Les agriculteurs, ils le font par 200 litres ou par 1000 litres. Il faut de l'eau déchlorée ou de l'eau de pluie. Il faut une pompe à bassin, une pompe à aquarium pour aérer l'eau. Il faut des diffuseurs d'air. Donc, ils sont au fond, c'est des cailloux qui diffusent l'air. Vous avez vu ça dans les aquariums. Moi, j'ai pris je vous montrerai un petit tuyau où j'ai fait des trous d'1 millimètre dedans. Et puis, du compost bien mûr. Pour 20 litres, il faut environ 500 grammes à 1 kilo. Et puis, il faut être à l'abri de la lumière. Et puis, dans un local où la température elle est 18-20 degrés. Si vous êtes dans certains agriculteurs qui font ça dans une remise, au printemps, ils ont encore un chauffage pour chauffer l'eau. Voilà. Continue. Donc, l'aérateur que moi j'utilise, c'est un aérateur, je ne veux pas faire de publicité, mais vous voyez, c'est quelque chose qui vaut moins que 60 francs. Peut-être maintenant, ça a changé un petit peu, mais c'est un aérateur d'étang tout à fait classique qui a 2 diffuseurs qui sont au fond de tonneaux à Grangeneuve. Je fais des tonneaux de 60 litres. Ça me suffit très bien, cet aérateur. On continue. Et puis, comme je vous ai dit, ça libère ces champignons, ces bactéries. Il faut les nourrir. Pour nourrir les champignons, eux, se nourrissent de molécules organiques complexes, d'azote. C'est soit l'un, soit l'autre. De la farine de poisson, un peu de zéolite, de la poudre de corde. Moi, j'utilise la poudre de corde, mais j'utilise aussi des extraits d'algues. Vous pouvez acheter de la nourriture d'algues pour les poissons, dans les jardineries, par exemple. Il faut 0,2 g par litre. Il ne faut pas grand-chose. Nourriture des bactéries, du sirop de sucre de canne, du sirop de sucre d'érable, la mélasse, c'est hein? C'est à peu près 2 cuillères à soupe. Et puis, le thé de compost, il faut aérer parce que vous avez mis votre compost dans un sachet comme un sachet de thé. Ces nourritures-là pour multiplier les bactéries et les champignons. Vous laissez tourner ça 24 heures ou 48 heures, 1 à 2 jours maximum. Même il y en a qui le font en 12 heures. On aura un thé de compost à prédominance bactérienne pour des légumes à croissance rapide. Si vous laissez 48 heures, vous aurez déjà les champignons qui se développent parce qu'il leur faut un peu plus de temps. Thé de compost pour les arbres fruitiers. Mais dès qu'il est prêt à être appliqué, il faut vous imaginer que quand vous arrêtez l'aération, ces petits micro-organismes qui se sont multipliés, ils ont besoin d'air pour respirer. Si vous arrêtez tout ça, ça vit encore 6 à 10 heures, mais après, ça meurt. Ça s'asphyxie de nouveau. Donc, il faut l'appliquer tout de suite. Et vous pouvez l'appliquer non dilué. Moi, je le dilue 1 à 5 ou 1 à 10. Je mets 1 litre dans un arrosoir de 10 litres. Après, je marche sur mon gazon. Avec un bidon de 20 litres, je peux faire à peu près 1000 mètres carrés. Donc, c'est assez puissant. Excusez-moi. Ça, de côté. Pardon. Et sur le sol, voilà, appliqué dans la zone racinaire, il faut compter 50 à 300 litres. Donc, ce n'est pas un truc exact. Et puis, les agriculteurs qui sont habitués à une dose au millilitre près, ils sont un petit peu embêtés parce que quand on leur dit entre 50 et 300 litres, ils disent « Ouais, mais si je mets 200 litres, ça va mieux que 300. » Ça ne change rien. C'est comme quand tu mets de la levure dans de la farine. Tu peux en mettre un cube, un demi-cube. Ça va un peu plus vite, un peu moins vite, mais au bout d'un moment, vu que c'est de la vie, elle repart. Vous voyez, il faut balancer la vie dans la vie. D'accord? Continue. Il faut jouer un peu de l'imagination, il faut observer. Au printemps, on voit souvent les turicules des vers de terre. C'est ce que les vers de terre à manger viennent faire leur crotte en surface. En fait, c'est un mélange d'argile et puis de champignons. Ça, c'est extrêmement riche en bactéries. Moi, je récolte de temps en temps ces turicules, je le mets dans mon sachet de thé de compost, puis je fais mon thé de compost à partir de ça. Et après, c'est comme si on prenait ces turicules, on les répartit partout. Je prends des fois du bois qui se décompose, il faut un petit peu voir un petit peu. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre même
Si vous avez un coin de jardin, vous voyez les plantes, là, c'est toujours waouh, ça pousse comme un fou. Vous pouvez même prendre un peu de cette terre et puis faire votre thé de compost. Puis ces bactéries qui sont bénéfiques dans ce coin, vous les répartissez partout dans votre jardin. Vous comprenez le système? C'est un peu ça que ça fonctionne. Là, je vous donne la recette pour les arbres fruitiers. Avant fleur, donc il faut commencer assez tôt, au mois de mars, 2 à 3 fois avant fleur, puis après toutes les 2 à 3 semaines sur le sol ou sur les feuillages. Moi, j'ai fait des essais sur le feuillage, ça marche, mais je préfère appliquer ça au sol vu que c'est des bactéries qui viennent d'un compost qui doivent après dans la terre. J'ai l'impression que dans la terre, il y a un meilleur effet. Continue. Donc, appliquer au sol à l'arrosoir, par exemple, par temps couvert, ça c'est important. Allez pas appliquer ça à 10 heures du matin quand le soleil brille, parce que ces micro-organismes, ils sont dans le noir, ils sont dans un compost, ils sont dans la terre. Donc, ils sont très sensibles aux rayons ultraviolets, ils doivent vivre proche de la racine. Le meilleur, c'est d'arroser, puis là, votre voisin va vous traiter un peu de fou, il vous verra vous promener quand il pleut avec un arrosoir. Il se dit, cette fois, alors, il a perdu la boule. Donc, le mieux, c'est quand il pleut, parce qu'avec la pluie, ça va encore descendre. Oui? Juste pas compris les 3-4 fois par semaine, toutes les 3-4 semaines, 3 fois. Ouais. Ça veut dire quoi 3 fois? 3 fois sur le sol et les feuilles. Donc, Mais ça veut dire c'est 3 fois toutes les 3-4 semaines? Oui. 3-4 semaines, non, 3 fois, 3 fois toutes les 3-4 semaines. Quoi. Une fois par mois environ. Ouais. Et puis, tu ne peux pas en mettre trop. Tu ne vas pas te faire intoxiquer. Ce n'est pas comme les purins d'ortie où tu pourrais brûler les plantes. Ça, vu que ça a été fait par aération, ça ne peut pas développer des pathogènes. Ça ne peut pas multiplier des mauvaises bactéries. Ça ne peut pas développer des colis, etc. Et puis, vous n'allez jamais, même si vous giclez le feuillage ou sur des salades, ça ne va pas faire de brûlure. D'accord? Puis on peut même l'appliquer avec la beuille d'eau, mais alors il faut des buses assez grosses, 0,4 mm. Et puis pas mettre trop de pression, parce que c'est des bestioles, des êtres vivants. Si vous mettez, il n'y a pas que les tardigrades qui supportent 600 bars là-dedans, il y a des bactéries, des champignons. Donc on peut aussi le sprayer sur les feuilles. Hein. Moi, je l'ai aussi fait. Ça, c'est une photo d'un thé de compost qui a été vu au microscope, et puis vous voyez, ragrandi 400 fois. Ça, c'est tout des bactéries. C'est un millième de millimètre. Hein. Là, des bâtonnets. Moi, j'ai mis en route ce compost hier soir. À midi, j'ai pris un petit récipient de 1000 litres, puis j'ai mis ça sur mon microscope. J'ai vu des images comme ça, déjà. Donc, on croit qu'il n'y a rien, c'est quelque chose un peu brun, mais c'est plein de vie là-dedans. C'est invisible. Après, il y a la variabilité des thés de compost, l'effet sur les plantes, il dépend tout, de l'origine du compost, comment vous l'avez fait, etc. Donc ça, c'est des essais qui ont été faits sur des jeunes plantes. Contrôle, c'est le témoin. Et puis ça, c'est différentes préparations de thé de compost. Alors, il y en a même des thés de compost qui ont été négatifs, qui ont un peu déprécié, qui ont diminué la croissance. Mais en grande majorité, tous les thés de compost, voyez, par rapport aux témoins, ils ont eu un effet de booster, de stimuler la croissance des plantes. Continue. Moi, j'ai fait des tests j'ai déjà appliqué les thés de compost il y a déjà 10 ans. Puis après, j'avais arrêté. En 2014, j'ai recommencé. Et puis, j'ai fait quelques tests plusieurs années de suite. Donc, ce que j'ai remarqué sur les arbres fruitiers, là, j'avais fait des tests, j'avais appliqué sur le feuillage. Ce que j'ai remarqué, c'est 12 applications foliaires. J'avais fait toutes les 2 semaines. À 10%, on mettait de thé de compost. Ce que j'ai remarqué en automne, c'est les arbres qui avaient reçu du thé de compost en foliaire, il y avait beaucoup plus de vers de terre. Voyez. Donc, vous voyez maintenant, vous comprenez la mécanique. En mettant des bactéries champignons sur les feuilles, ces champignons bactéries veulent survivre. Ils ont donné certaines substances aux feuilles. Les feuilles ont fait plus de photosynthèse. Il y a eu une réaction, en tout cas. Et puis l'arbre, il a compris qu'il devait travailler plus avec des micro-organismes. Au final, le ver de terre, c'est qu'un indicateur qui a peut-être plus de champignons, plus d'activité. Et ça, je l'ai fait 2 années de suite, la suivante. Je ne sais pas si j'ai mis. Voilà. En 2020, de nouveau. Là, j'ai fait 100 thés de compost, 8 fois thé de compost à 10%. Puis là, j'ai fait 100 thés de compost, mais j'ai fait une stratégie biologique, simplement sur mes pommiers. Donc, c'était assez net la différence.
Puis, pour faire des thés de compost, ben, le matériel qu'il vous faut, c'est pas compliqué. Ceux qui veulent, il y a même des kits déjà clés en main. On peut acheter ça. Je ne vais pas faire de la promotion, mais en Suisse, c'est cette start-up EdaPro. Ils vendent un de ces bidons-là de 20 litres. Mais vous pouvez le faire vous-même, moins cher. Mais eux, ils vous envoient encore le compost, ils vous envoient la nourriture, la pompe, tout est déjà prêt. C'est peut-être aussi une solution intéressante. Voilà. Continue. Est-ce qu'on fait 5 minutes de pause, vu qu'on passe au bokashi, puis qu'il y a le... Ou comme vous voulez, parce que, Comment vous vous sentez? Très bien. Oui. parce que moi, je pensais finir parce que j'ai encore pour 10 minutes, quart d'heure. On arrive au bout. Je pensais que c'était... Non, D'accord. j'ai prévu court. On arrive au bout. Donc, maintenant, je viens encore à un autre système qui est le compost style bokashi du professeur Teruo Iga, qui est un japonais, qui lui cherchait la bactérie, le micro-organisme champion du monde qui stimulait bien la croissance des plantes. Il essayait, il faisait ses petits essais, il jetait, ça ne marchait pas comme il voulait, il jetait ça dans son jardin. Puis au bout d'un moment, il a remarqué, mais où il mettait ses déchets, ça poussait bien. Il a eu l'idée, finalement, non, ce n'est pas un micro-organisme, une bactérie spéciale super puissante, c'est le mélange de 8 tantes de tout. Il faut un consortium, il faut, si vous voulez, une association. C'est toute une population qui s'entraide. Alors, il a développé un produit qui s'appelle, vu que ce n'est pas une bactérie, il les a appelés les micro-organismes efficients ou les EM. EM, peut-être que vous avez entendu parler. Et ces EM, c'est un mélange de 80, entre 80 et 100 levures et bactéries qui ont une super puissance de fermenter et de faire du compost. Mais vous voyez, ce n'est pas un compost comme vous avez l'habitude de voir terreux. En 2-3 semaines, vos déchets de cuisine, ça, j'ai fait hier la photo de mon bokashi. Donc, depuis 4 ans, nous, à la maison, les déchets de cuisine, on les met dans un bidon à côté de voilà, de la cuisinière. Et puis, une fois par semaine, moi, je vais en bas, j'ai ce bidon à bokashi. Je vide dedans les déchets, je fais comme des millefeuilles, je mets une petite couche, puis après, je mets dessus, je vous expliquerai les micro-organismes qui sont dans du son de blé. Et puis, une fois que le bidon il est plein, je le laisse encore une semaine fermé. Puis après, si vous voulez, les déchets de cuisine, y compris les restes de nourriture. Donc, c'est un compost ça ne va pas sentir mauvais. Vous pouvez mettre les spaghettis, le riz, les os, les poulets, tout ce que vous voulez. Ça va fermenter et ça va ramollir tout ça. Et puis, au bout de 3-4 semaines, vous faites un trou à peu près à 20 cm, puis vous enterrez ça dans votre jardin, puis après, vous remettez dessus. Et à ce moment-là, d'excédentaire, le compostage commence, comme on le connaît. Mais là, c'est une fermentation, si vous voulez. Ces EM, ces micro-organismes efficients, ils font comme une sorte de choucroute, ça acidifie très fort. Donc, ce que vous avez là, qui est prêt, ce n'est pas prêt pour mettre aux racines des plantes, parce que c'est trop acide. C'est prêt pour mettre dans un coin de jardin, ou vous pouvez l'utiliser si vous avez un vermicompost pour alimenter votre vermicompost ou des choses comme ça. En plus, le bidon, il a un robinet ici, un jus très acide qui sort, qui peut servir aussi, c'est des acides humiques, qui peut servir aussi à nourrir votre vermicompost ou qu'on peut utiliser pour déboucher les conduites, pour laver, etc. Ouais. Continue. Donc, ce bokashi, c'est basé sur les EM, micro-organismes efficaces, comme je vous ai dit. Ces EM libèrent des substances actives qui sont antioxydantes, bioactives et qui sont fortement énergétiques à partir de matières organiques. Donc, ils commencent à digérer tous ces déchets de cuisine. Ils augmentent l'énergie positive et structurent et favorisent la vie. Et puis, ils vont commencer à faire des putréfactions, donc une sorte de fermentation positive qui est favorisée. Continue. Et sous l'effet de ces EM, s'établit justement un équilibre naturel des micro-organismes utiles pour vaincre toutes les moisissures. Donc, vous avez votre bokashi, il ne va jamais moisir. Et moi, j'avais 3-4 ans ma solution de base. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu que ça commençait à moisir. Alors, au bout de 3-4 ans, il faut la changer. Puis, je suis reparti avec une nouvelle solution. Et j'ai recommencé. Ça vous enlève toutes les mauvaises odeurs.
Donc, vous n'avez plus de mauvaise odeur à la cuisine quand vous laissez vos déchets organiques. Ça enlève toutes les maladies et autres processus de dégénérescence. Continue. Donc, on peut acheter ces bidons bokashi à la coop, par exemple, ou on peut faire un seau à bokashi soi-même. Donc, c'est 2 seaux imbriqués les uns dans les autres. Il a des trous au fond avec un espace et puis un robinet là au fond. Et ça permet ici, tout au fond, de récupérer les jus. Et puis, en dessus, vous mettez les déchets de cuisine et puis vous faites, je vous ai expliqué, ce sorte de millefeuille. Voilà. Ça, c'est pour le bokashi. Est-ce qu'il y a des questions pour ce bokashi? Quel moment on peut le mettre sur le jardin, par exemple? Alors, dès qu'il a eu une semaine qu'il a commencé à digérer, mais je vous ai dit, soit vous le mettez dans votre compost, puis il finit de se composter comme un compost autre, soit vous l'enterrez dans le jardin, mais à 20 cm de profond, loin des racines. Et puis après, il va se composter là au fond, et puis 6 mois après, vous aurez l'effet qui va remonter. Moi, j'ai commencé à faire des trous dans mon gazon, et puis d'un coup, j'ai une place, le gazon il pousse mieux, mais ça vient 6 mois après. Ah oui, d'accord. D'accord? On peut Oui. le mettre dans le compost. On peut aussi le mettre dans le compost. Oui. Avec ça, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser aussi vos déchets de nourriture. C'est ça. Parce que dans le compost, il faut pas, vous savez qu'il ne faut pas mettre le riz, les pâtes et tout ça. Ça va au biogaz. Les déchets carnés. Ouais. Tandis que là, vous pouvez les mettre, les déchets carnés. Moi, je mets tout. Oui. Alors, ma question, c'est des bactéries anaérobes ou aérobiques? Ça, c'est partiellement anaérobique, facultativement anaérobique, principalement anaérobique, et ça ne dégage pas d'odeur. Ouais. Ouais. J'ai ici du bokashi, la solution de base, vous sentirez, ça sent un peu alcoolique et puis un peu citrique, comme ça, vous verrez. Hein, un petit peu mélasse. Ouais. Ça va plus dans la région, dans la direction de la choucroute, de la fermentation. Oui, c'est plutôt lactique, des choses comme ça. Oui. Ouais. D'autres questions? L'avantage de mettre dans le compost, ça sert à quoi? C'est qu'il amène les amis. Oui, c'est juste ça. Ouais. Parce qu'effectivement, tu as ton bidon de bokashi qui est pré-fermenté, puis après, le pas suivant, voilà, il faut finir le compostage. D'accord? On pourrait mettre directement CEM dans le compost. On peut aussi, ouais. Moi, je n'ai pas fait ça parce que si on veut que vraiment ces déchets carnés, etc., soient bien colonisés, il faut quand même le bidon en bokashi. Mais si vous le mettez dans votre compost, il y a des préparations de EM pour activer le compostage dans le compost. Oui, ça y a. Ouais. Donc, c'est tout un système. Allez sur EM Schweiz, il y a des tas d'informations là-dessus. Oui. Les déchets carnés, on va passer avec oui, avec les EM. Est-ce que ça tire pour les mouches? Non, parce que c'est à pH 3. Ça fait chuter le pH à 3, très fortement. Ouais. Après, entendons-nous bien, il ne faut pas faire un compost que de déchets carnés. Hein. Vous avez les os. Les os de poulet, je vous dis, ils viennent flexibles. C'est comme une gomme, quoi. Ça déstructure complètement la matière organique. Puis ça la prépare pour le compostage suivant. Alors maintenant, je vais encore juste vous faire un aperçu du charbon végétal. Qu'est-ce que c'est? On parle aussi de biocharbon. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert au Brésil. Ça a été redécouvert finalement d'un savoir ancestral qui s'appelait la terra preta. Ils ont découvert dans la forêt vierge brésilienne des sols qui étaient complètement noirs, un profil complètement noir, et puis dans des sols de forêt vierge normale, c'est normalement comme ça. Et en analysant tout ça, ils ont remarqué que finalement les civilisations autochtones avaient introduit du charbon de bois végétal dans ces sols pour les rendre fertiles et sont encore actuellement aussi noirs que ça, finalement. Donc, qu'est-ce que l'avantage de ce charbon végétal, si on veut, c'est que ça permet d'utiliser des déchets d'arbres, des déchets de taille, des déchets de branches, etc. C'est clair que l'entreprise qui fait du biochar, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Suisse actuellement qui font du biochar,
Ça, c'est l'entreprise Verora dans le canton de Lucerne. Ils ont gagné d'ailleurs le prix agricole avec des plaquettes de bois. Ils se chauffent aussi avec ça, mais c'est un système de pyrolyse à très haute température. Et puis, en réglant l'oxygène. Et le produit qui sort, c'est que ça chauffe. Ils chauffent leur système, mais en même temps aussi, le charbon qui sort, là, finalement, c'est du carbone qui a été puisé dans l'atmosphère par les plantes, qu'on pyrolyse et puis qu'on peut remettre dans le sol, mais il faut l'activer avec des micro-organismes. Parce que si vous mettez du charbon, vous pouvez prendre le charbon que vous achetez pour faire vos grillades, vous le mettez dans le sol, ça ne marche pas. Parce qu'il est mort, si vous voulez, il n'est pas colonisé par des micro-organismes. Donc, si on veut utiliser du charbon végétal comme engrais, soit vous partez d'un charbon de pyrolyse et puis vous l'utilisez parcimonieusement un petit peu pour enrichir le compost, soit vous devez acheter d'une entreprise qui vous vend du charbon déjà activé par des micro-organismes. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas mettre du charbon pyrolysé comme ça dans le sol, ça ne marche pas. Ça marchera, mais c'est très lent jusqu'à ce que la vie revienne là-dedans. Continue. Donc, c'est l'entreprise Verora dans le canton de Lucerne qui a développé ce système. Et c'est une utilisation de charbon végétal pour l'agriculture, pour les jardins familiaux. Et ça a plusieurs possibilités d'utilisation, soit comme fourrage, comme complément, bien sûr des doses mesurées dans le fourrage, parce que ça rentre après dans la panse de la vache. Le charbon, c'est des structures qui fixent certains minéraux, mais aussi à dose assez faible. Les micro-organismes de la panse sont emportés avec dans le fumier, ça fait un fumier. Des essais ont été faits. Vous savez que le gaz hilar en N2O a un effet de serre très fort. Et ça, c'est un problème aussi des rejets dans l'agriculture. Ils ont remarqué les fermes qui utilisent du charbon végétal dans l'alimentation. Il y a jusqu'à 20% de moins de gaz à effet de serre qui sort dans ces fermes. Aussi comme litière dans l'écurie, ça peut être utilisé, ou dans les processus pour traiter le purin, le fumier, ou comme matière complément, comme complément lors du compostage. On peut ajouter un peu de charbon végétal pour améliorer la teneur en C, en carbone de notre compost. Ou ça peut être un engrais de charbon végétal, mais je vous dis, vous devez acheter un charbon végétal activé. Et puis, il faut en mettre des petites quantités. On en met une fois, par exemple, quand on plante un arbre fruitier. On peut mettre un petit peu de charbon végétal dans le trou où on fait l'arbre fruitier, si c'est un sol qui est un peu pauvre en carbone. Je ne sais plus, je crois que c'est 1 litre par arbre, ou je ne sais plus, c'est une petite quantité. Et ça suffit pour toute la vie de l'arbre, voire au-delà. Parce que ce carbone, il est tellement stable, il ne va pas se décomposer. Mais ça augmente le taux de matière organique. Comme amendement, augmenter le taux de l'humus dans le sol. Certains viticulteurs en Alsace l'utilisent quand c'est des sols très pauvres, très graveleux, où il y a peu d'humus. Puis ils mettent 1 kilo par plant de vigne qu'ils plantent, et puis ça fonctionne après toute la durée de vie du cep, de la vie. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous, peut-être une petite introduction sur différents aspects qui tournent tout autour de la vie du sol. Et puis j'ai encore une source de bibliographie. Et puis on continue. Je voulais vous montrer cette photo que j'ai faite ce soir. On rentre à la maison. J'ai vu dans le pré voisin d'où j'habite, vous voyez, toutes ces toiles d'araignées. C'est un phénomène assez rare qui se passe. C'est des araignées microscopiques qui se laissent emporter par leur fil, qui se fixent à des endroits, et puis qui tout en même temps tissent des toiles d'araignée pendant 2-3 jours. Puis après, ils se détachent de nouveau, puis elles repartent au gré des vents. On ne sait pas d'où elles viennent, elles ne savent pas où elles vont. Mais que ça se forme comme ça, c'est un signe quand même positif qu'il n'y a pas eu d'insecticide dans cette région, que c'est un environnement, c'est un signe que l'environnement il est sain. Ouais.
Puis sur ces belles images de racines, de rhizosphères, de chevelures racinées, on peut maintenant faire des questions. Oui. Ouais, on parlait de charbon, les cendres du fourneau. On peut mettre au compost ou pas? Alors, il faut être très, très prudent parce que les cendres, vous imaginez, vous brûlez 1 m3 de bois, puis il reste combien de cendres? L'énergie est partie, puis qu'est-ce qui reste? C'est tout des sels minéraux. C'est très, très, très concentré. Donc, on peut le mettre, mais en dose très, très peu, parce qu'on peut en faire une indigestion dans le sol. Vous parlez de cendres, effectivement. C'est ce phénomène des araignées que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai lu dans ce livre de Masanobu Fukuoka qui parle de la révolution d'un brin de paille. C'est un ingénieur agronome qui est retourné sur sa ferme au Japon et puis qui fait une autre agriculture tout à fait naturelle. Et puis il décrivait justement ce phénomène de ces araignées. Et là, il dit justement, une fois il a mis des cendres, des restes de cendres sur ces champs, et puis il a vu que les araignées, ça démonte complètement les toiles d'araignée. C'est très, très nocif contre les toiles d'araignée, les cendres. Mais je me suis souvenu en voyant cette photo que j'avais lu ça dans ce livre. Donc oui, les cendres, vous pouvez les mettre, mais vraiment en très petite quantité. C'est très fort. Puis c'est très alcalin aussi. Vaut mieux, si vous en avez beaucoup, vaut mieux amener ça à la déchetterie. Disons de 3 m3 de bois, ça fait trop pour 100 m² de jardin. Oui, oui, ça fait beaucoup trop, vous imaginez? Ah oui? C'est comme la potasse. Ah oui? C'est comme la potasse. C'est de la potasse, ça, oui. Il y a beaucoup de potasse, beaucoup de phosphore, de calcium, mais c'est c'est très fort. Une question, si on a un lombricompost et qu'on récupère le jus pendant l'hiver, Oui. on va le mettre dans le jardin, et qu'on le met au printemps. Il se conserve bien, c'est des acides humiques, ça. Hein? Ça se conserve. Ça se conserve, oui. Les micro-organismes qu'il y a dedans, ils restent vivants. Dans le jus, c'est pas mal d'acides humiques. Il y a ces acides humiques fulviques qui sont très stables. Okay. Ouais, donc c'est des grosses molécules organiques qui se conservent, qui sont liquides. Ouais. Et du coup, du point de vue bactéries, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Tandis que ces acides humiques, tu peux les utiliser pour nourrir ton thé de compost pour multiplier les champignons. Ouais. Le jus de lombricompost. Alors, par expérience, j'en fais une douzaine d'années. Oui. Je le récupère et je le remets par-dessus. Dans le lombricompost. Ouais. Ouais. Ça relance. Ça relance, oui. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais. Et puis vous le récupérez. Ouais. Pas de problème. Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est excellent au niveau justement bactérien. Vous diluez ça à 1-2%, vous mettez ça sur un trait, vous verrez la différence. Ouais. Où il y a pas. Oui, parce que. C'est impressionnant. Et ça amène beaucoup de bactéries qui vont transformer justement. Oui, c'est possible que ça amène des bactéries et puis ça les nourrit finalement. Ça les nourrit. Et puis ça nourrit aussi les champignons. Ouais. 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 Ouais, ça c'est très bon. C'est des acides humiques, quoi. Ouais. Non, il y a autant de recettes que d'expériences. Oui. Et quand on a le compost, on a des feuilles mortes, mais qui ont des maladies comme mildiou, des plantes qui ont pourri sur l'arbre. Ça évite de mettre ce compost, ou bien ça améliore avec ce procédé-là. Alors, si on a un compost qui est assez grand, qui fait au moins 1 m3, qui chauffe bien, il faudrait que ça chauffe au moins à 60 degrés. Donc, ça hygiénise tous ces pathogènes. Mais si c'est un petit compost où la température, elle n'arrive pas à monter au-dessus de 40 degrés, on peut effectivement, ces pourritures, on peut les multiplier, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'il chauffe bien, ce compost. Ouais. Puis après, il faut bien mélanger. Les feuilles, c'est du carbone. Et puis, ça donne de la structure, il en faut. Mais il faut aussi de l'azote, des déchets verts, quoi. Il faut les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences. On m'a dit que pour les feuilles de l'arbre fruitier, La tablure et tout ça. Il faut y passer à la tondeuse. Oui, c'est juste.
Donc, il faut faire le travail, il faut les découper pour qu'il y ait plus de surface d'attaque, pour qu'ils se dégradent plus vite. C'est juste. Mais en fait, il y a peu de risques que ces maladies, on les propage dans le compost. Un peu de risque. Ouais. C'est un peu de botrytis et tout ça, mais ça vient digérer dans les... Ouais. Ah ouais. Si, en tout cas, si vous le laissez une année, c'est digéré. Après, vous pouvez faire un test. Vous verrez aussi les semences. Hein. S'il y a un compost et puis il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent, ça veut dire que les semences, elles ne sont pas mortes et puis vous propagez des semences. Ouais. Cette année, on ramasse beaucoup de fruits avec un petit trou et ça pourrit autour. Oui, ça, c'est les guêpes, où il y a aussi eu beaucoup de micro-fissures liées justement à la sécheresse. Le fruit voulait grandir, mais puis tout d'un coup, il y a eu l'eau, puis pouf, ils ont grandi vite. Donc, il y a eu des ruptures au niveau des cellules. Et puis, tous ces micro-fissures, les guêpes, les champignons profitent pour rentrer. Parce qu'en fait, l'épiderme, c'est une protection. Constamment, il y a des micro-organismes partout. Et l'épiderme, c'est une protection contre tout ça. Donc, c'est plutôt des micro-fissures, des choses comme ça. D'autres questions? Oui, d'accord, oui, j'ai oublié, excusez-moi. D'autres questions? Oui, j'ai une question. J'ai lu dans un article que l'urine humaine était excellent pour booster, en fait. Oui, alors l'urée humaine est excellent pour booster, est-ce que l'urée humaine est excellent pour booster les plantes? C'est juste, il y a tout un livre sur les valeurs de l'urée humaine qui a été écrit. Je sais plus. On a ça on a ces livres à la bibliothèque à Grangeneuve. Ça me permet de vous dire que si vous êtes intéressé sur des livres, vous pouvez venir à Grangeneuve, vu que c'est une bibliothèque publique cantonale, c'est gratuit, vous pouvez emprunter des livres. Donc, effectivement, moi je ne connais pas bien en détail, mais c'est très puissant. Ça a beaucoup d'urée, beaucoup d'azote, oui, oui. Ouais. Donc, ça fait pousser les plantes. Ouais. D'autres questions, oui? Oui, est-ce que le fait de mettre du fumier, par exemple, en automne sur le jardin, c'est un apport d'humus ou bien c'est trop riche ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la question, c'est le fait de mettre du fumier en automne sur le terrain, sur le jardin, est-ce que c'est un apport d'azote? Oui, c'est... Alors, dans le jardin, il faudrait mettre du fumier, mais pas du fumier frais, du fumier plutôt vieux, qui a déjà commencé à décomposer. Et puis, ça apporte beaucoup d'humus parce qu'il y a beaucoup de paille. Le fumier, c'est excellent en termes carbone sur azote parce qu'il y a la paille et puis il y a les bousses de vache. Et puis, en plus, avec les bousses de vache, il y a tous les micro-organismes de la panse qui sont très favorables à la vie. Le fumier, c'est excellent. Oui. Dans le temps, on creusait des tranchées pour mettre le fumier dedans. On peut. Ça va aussi sur le table, sur le jardin. Ça va aussi, oui. Comme le compost, quoi. Oui, ouais. Ouais, les micro-organismes viendront les chercher. Après, voilà, peut-être qu'on l'enterrait parce qu'on voulait tout de suite planter des légumes. C'est toujours la même chose, c'est une espèce de situation de place et de disponibilité. Mais si vous le mettez l'automne, je vous conseille de le mettre dessus. Comme ça, tout l'hiver, il a le temps de descendre, les micro-organismes ont le temps de venir. Voilà, puis après, on a tendance moins de tourner le sol parce qu'on a vu que simplement de bouger le sol avec la grenillette et des choses comme ça suffit aussi. C'est juste. Mais comme tout, il faut respecter les doses. Hein. Il ne faut pas en mettre des couches comme ça. C'est toujours la même chose. Hein. Puis on a tendance dans les jardins, vu que c'est une petite surface, on se dit, ouais, tiens, on a la main lourde. Nous, à Grangeneuve, on a tout un réseau d'analyse des sols. Et on a aussi les sols de jardin. Et en règle générale, les sols de jardin ont des valeurs 10 fois plus élevées en éléments minéraux que les sols agricoles. Ils sont surfumés. Justement une question. Vous avez parlé avant du compost. Si on met trop de compost, qu'est-ce que ça a comme effet? Alors, ça a un effet déjà de salinisation du sol. Parce que, alors oui, la question, c'est si le compost, je dois répéter la question pour les gens qui sont en ligne. Si on apporte
trop de compost, quel effet ça a? Donc, l'effet de salinité, parce que, ouais, sodium, chlore, des choses comme ça, mais aussi potasse. Donc, l'effet, en fait, de tous ces éléments minéraux qui sont en surdose, c'est un effet de sel, si on veut, hein, et ça a un effet sur la force osmotique. Et puis après, effectivement, c'est ce que je vous ai dit, il faut imaginer que tous ces micro-organismes doivent venir travailler tout ce compost et puis ils n'arrivent plus, ça fait une sorte de... Ouais. Oui, mais le compost, il a déjà travaillé. Oui, ouais, Compost mûr. oui, c'est juste, ouais, vous avez raison, si c'est un compost mûr. Ouais. Ça doit faire du stock. Ouais. Ça fait du stock, ouais, c'est juste. Ça va. Par exemple, je ne sais pas si tu peux faire des melons, par exemple, acharnés, comme moi j'ai essayé. Comment j'ai essayé vous mettez ça dans le jardin. Vous mettez sur du compost. Alors, les courges, on sait qu'ils poussent sur le fumier. Ouais. Ouais, alors ça dépend tout des plantes aussi. Ouais. Ouais. Bonsoir. Alors après, on peut aussi faire des tests biologiques. Hein. On peut faire juste germer du cresson sur un compost. Effectivement, un compost mûr ne doit pas empêcher la germination des plantes. Bon. Après aussi, il y a une question d'apport des éléments minéraux. Vous pouvez faire une surfumure en phosphore. Le compost, pas en azote, mais en phosphore. Ça peut amener un petit peu trop de phosphore. Mais bon, le phosphore, c'est pas gênant parce qu'il se fixe après dans le sol. Moi, j'ai une autre question. Oui. Foucault, dans son livre, il dit qu'il faut arrêter de se fatiguer à faire du compost. Ouais. Là-bas, et puis ça suffit. T'en penses quoi? J'ai lu un peu son livre aussi. J'arrive pas encore à comprendre tout à fait son système. Mais lui, il a réussi à créer un équilibre. Et puis, il a aussi un autre climat, je crois, pas le même climat que chez nous, où il habite au Japon. Je crois qu'il est assez au sud, un petit peu plus océanique. Il n'a pas des hivers hyper froids non plus. Alors, tout ce qu'on lit, c'est jamais transposable à un, parce qu'il y a le climat, il y a le sol, il y a vraiment, il y a autant de solutions qu'il y a de climats différents. Hein. Si je posais la question, pourquoi on fait du compost? Oui. Ouais. Pour réduire du chimie quelque part. Oui. Ouais. À la place d'acheter des vêtements. C'est pour recycler, en fait, des déchets. C'est un recyclage. C'est un recyclage. Ouais. C'est vrai que pareil. Alors, par exemple, moi, à la maison, j'ai ce système de bokashi parce que je recycle toutes les lavures du ménage. Depuis 4 ans, on n'a plus rien apporté à la déchetterie. Puis je dis, ben, je mets ça dans mon jardin. Puis, ouais. Mais je ne mets jamais d'autres engrais que ça. Quoi. Ouais. Il y a des autres engrais. Ça, c'est la bonne question. Oui. Si on a une terre très meuble, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aérer en quelque sorte? La question, si on a une terre très meuble, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que pour moi, une terre meuble, c'est une terre aérée, déjà. Non, pour cette terre qui est trop argileuse. Trop argileuse, voilà. Trop lourde, trop lourde. Oui. Alors, spécialement cet été où c'était assez sec. Donc, ça fait des fentes quand ça sèche. Oui. Oui. Donc, c'est une terre qui a un taux d'argile trop élevé et puis pas assez de matière. Donc, il faut rajouter de la matière organique. Et puis aussi, si c'est trop d'argile, on peut ramener du sable. Mais voilà, il faut des grands volumes de sable. D'ailleurs, ça, ils font dans les terrains de faute ou ces choses comme ça. Dans un jardin, oui, si c'est trop argileux, trop lourd, mais vous avez vu que le taux de matière organique doit être au moins 17% du taux d'argile. Donc, il faut essayer de faire monter la matière organique. Et pour pouvoir augmenter la matière organique, il faut apporter du compost. On peut apporter du biochar, du charbon végétal. Ça coûte peut-être un peu plus cher. Oui. Et puis, il faut chauler aussi. On peut rapporter un peu de chaux pour refaire ce complexe argilo-humique. Ça dépend. Chez nous, on a une terre déjà trop alcalin. S'il est trop alcalin, effectivement, s'il y a assez de chaux dans le sol, ça joue. Ouais.
Mais aussi, une autre question, moi, c'est plutôt au niveau légal. Est-ce qu'on a le droit d'aller ramasser des feuilles dans la forêt? C'est une bonne question. Ben, il faut un mode de propriété s'il est d'accord. Ouais, ouais. S'il est d'accord. Ouais. Mais sans mode de propriété, En principe, on a. Est-ce que vous avez assez de feuilles? Oui, oui, oui. Mais en principe, ce qui est dans la forêt devrait rester dans la forêt, ça c'est juste. Et puis même, si c'est votre forêt, ah ben oui, vous pouvez prendre. Pour faire mon thé de compost, j'ai été chercher de la litière en forêt. Après, j'ai réfléchi, finalement, les micro-organismes de la forêt, ce n'est pas les mêmes dans les jardins. Ce n'est pas la bonne idée, je pense. Ouais. Après, pour faire du BRF, ce raméal fragmenté, il ne faudrait pas prendre du reste de taille de la forêt, il faudrait prendre dans les haies ou autour des maisons. Oui? Je me posais justement la question, là, vous parliez de micro-organismes de la forêt, ce n'est pas les mêmes pour le jardin. Je me disais, les EM, est-ce que ça ne supplante pas certains micro-organismes qui sont peut-être endémiques ici? Alors, ça, c'est la question. Je répète la question. Donc, est-ce que, voilà, j'ai parlé que les micro-organismes des forêts, ce n'est pas les mêmes dans les jardins. Et puis, si on utilise ces EM, micro-organismes efficients, est-ce qu'ils ne supplantent pas les micro-organismes indigènes sur place? Voilà. Il faut s'imaginer que c'est un monde extrêmement complexe. Et puis, vous avez vu une diversité. Dans une cuillère à café, vous avez déjà 6000 espèces différentes. Donc, en apporter 80 de plus ou de moins, voilà, ça a un effet sur la croissance de la plante, mais de toute façon, c'est bénéfique parce que finalement, après, qui c'est qui commande tout ça? C'est la plante qui grandit. Et si on a compris que c'est la plante qui fait le sol, c'est la plante, vous voyez, via la photosynthèse, l'exudation, c'est elle après qui commande tout ça là-dessous. Donc, moi, je vois CCM, c'est un petit peu une espèce de starter, une étincelle pour faire démarrer le moteur. Puis une fois que le moteur il tourne, moi, les thés de compost, j'en ai mis beaucoup les premières années. Puis après, vous pouvez diminuer 1 à 2 apports par année, ça suffit. J'ai parlé de tous les mois. Peut-être ça, c'est dans des sols qui ont encore un peu de biodiversité, mais au bout de 4-5 ans que vous en faites, 2 ou 3 applications par année ou 1-2 applications. Cette année, j'en ai fait 2 applications et il me semble que ça tourne pas mal, quoi. Ouais. Mais effectivement, le souci, il est là, c'est juste. Est-ce qu'on prend juste les petits tampinoises pour garder ton système au fond? Il y a beaucoup de questions. Je ne veux pas vous interrompre, mais le temps tourne quand même. Aussi une question de quelqu'un du chat. Oui. Est-ce que l'on sait les valeurs du thé de compost NPK? C'est possible de répéter la question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on connaît les valeurs en éléments fertilisants et en agriculture? On parle ni NPK, ni azote, phosphore, potasse. Alors, justement, vu que on multiplie des micro-organismes, on est vraiment dans quelque chose d'autre qu'un engrais. On n'est pas dans un engrais qu'on peut mesurer NPK. On est plutôt dans des micro-organismes, bactéries et champignons, qui, eux, dans les bactéries, il y a des bactéries qui sont capables de fixer l'azote de l'air, donc le N2, et de le transformer en nitrate. Donc, il y a des bactéries fixatrices d'azote, il y a des bactéries qui sont capables de solubiliser le phosphore et de le ramener aux plantes, etc. Donc, il y a très peu de NPK là-dedans. Une question, je voulais juste réagir par rapport au EM ou toi, Cochet, il y a Léa, je crois que tu la connais aussi, ouais. Magali, qui avait fait son travail de cours, je crois, où elle était incapable d'avoir. Il y avait des études qui montraient qu'en appliquant des EM sur toutes sortes de cultures différentes, il y avait de l'effet, puis d'autres fois, il n'y avait pas d'effet. Donc déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui doit interpeller, je pense, par rapport à la question de la personne qui a posé avant, qui a dit avant que est-ce que c'est péjoratif par rapport aux micro-organismes qui existent chez nous? Et puis, si j'ai bien compris, il y a une formule magique, quelque part, du professeur japonais là, qui est commercialisée,
il n'a jamais voulu dire ça là-dedans. Donc déjà, ça m'interpelle beaucoup quand même. Alors, par rapport à un bokashi, on ne sait pas ce qu'on met dedans, mais on sait ce qui vient, d'où ça vient. alors, la question, c'est par rapport aux EM. Il y a un biologiste qui a fait toutes des études là-dessus, et puis il y a des résultats. Des fois, on a des résultats positifs sur les plantes, puis des fois, rien. Alors, voilà, ça interpelle effectivement. Ça rejoint ce que j'ai répondu, c'est que finalement, c'est la plante qui commande. C'est elle qui va moduler la vie qui va s'entourer autour de la rhizosphère. Et moi, je suis un fervent défenseur du local. Vous observez ce que vous voyez proche de chez vous, puisque les bactéries de Charmey, ce n'est pas les mêmes que la tour de Trême, qu'à Estavayer-le-Lac. Et puis que la culture, elle change aussi. Donc, c'est un truc extrêmement difficile à caractériser, quoi. Après, il y a certaines lignes directrices, effectivement. Il y a certains groupes de bactéries et de champignons. Et puis, voilà, quoi. Mais ta remarque, elle est juste. Ouais. Mais moi, je pars du principe, ce que je vois un petit peu dans la nature, je fais mes tés de compost et puis j'arrose ça dans mes plantes. Voilà, parce qu'après, on n'a jamais des effets non plus. Mais je vois que positivement, mes arbres, ils sont sains. Je continue à récolter des pommes et des cerises. Voilà.